Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Alors une chronique taraborienne au cours de laquelle aujourd'hui nous allons nous intéresser à la problématique, ou plutôt les avantages ou les inconvénients de jouer avec des jeux à licence, ou plus précisément d'ailleurs de jouer dans un univers, dans l'univers d'une licence. Parce que c'est très souvent ce qui nous est proposé. D'ailleurs, dans les nouveautés de jeux, il y en a quand même beaucoup qui tournent autour de la récupération d'une œuvre littéraire ou cinématographique, et souvent d'ailleurs les deux, en ce qui concerne les grosses licences, qui sont adaptées avec un système de motorisation pour les pratiquer en JDR et qui propose aux joueurs de jouer dans cet univers. Je pense, et sans préférence aucune, à des jeux comme Star Wars, l'Anneau unique, j'en passe, et des meilleurs. Alors, qu'est-ce que cela présente comme avantage et qu'est-ce que cela présente également comme difficulté? Je pense qu'avant de se lancer dans si c'est pour un one-shot, il n'y a pas de problème, mais dans le cadre d'une campagne, moi je pense qu'avant de vous lancer dans une campagne de ce type-là, il faut y réfléchir avant à cette question, parce que en fait, ça pose des problématiques qui sont complètement différentes. Alors, si on revient au tout début du JDR, même si on sait tous plus ou moins que parmi les influences majeures qui avaient un petit peu fait germer la petite graine chez Gygax et Arneson, il y avait bien évidemment le Seigneur des Anneaux. En aucun cas on peut dire que l'univers de Donjons et Dragons est celui du Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, la chose a été entendue assez vite, puisqu'il y avait eu des problèmes de droit concernant d'ailleurs certaines créatures. Je sais qu'il y a je crois que le premier exemplaire du Monster Manuel avait dû être remanié. TSR avait dû enlever certaines créatures. Il y avait eu le problème, je crois, avec les créatures du panthéon de Lovecraft. Et puis le problème également avec des créatures de l'univers de Tolkien, comme les Hobbits. Hein. Je crois que c'est comme ça qu'on a très vite remplacé les Hobbits par des Halflings, qui sont stricto sensu la même chose, mais avec une autorisation de droit. Quoi qu'il en soit, dans cet univers de l'ancêtre du jeu de rôle, en fait, du tout premier jeu de rôle, eh bien en fait, l'univers avec une couleur assez générique. On vous proposait de l'heroic fantasy, du Medfan, dans un univers que, bien sûr, tous les joueurs se faisaient une idée de cet univers, mais il ne s'agissait pas de jouer dans l'univers de Tolkien. La base, c'est ça. Et puis, sont apparus, évidemment, avec le développement du jeu, pas mal d'éditeurs qui se sont dit, tiens, ça pourrait être intéressant, cet univers, il est riche, il est intéressant, pourquoi ne pas faire un jeu qui propose de simuler une partie dans tel univers, etc. Alors, j'en passe. Star Wars est venu assez vite, même si je crois que Cthulhu l'a précédé. Bon, et là, il s'agissait de l'univers de Lovecraft, qui était d'ailleurs beaucoup moins célèbre à l'époque, hein, qui était un univers beaucoup plus confidentiel. Et en fait, c'est aussi ça qui va changer le rapport à cette question de jouer dans un univers, ce que j'appelle l'univers à licence. Pourquoi ? Parce que en fait, parmi les avantages de jouer dans un univers à licence, c'est le premier que j'y vois, c'est de disposer pour tous les membres autour de la table, le MJ comme les joueurs, d'une certaine base de code et de références communes qui vont permettre d'augmenter sans trop d'efforts la qualité de la partie simulationniste du jeu, puisque si vous décidez avec votre table de jouer à Star Wars, par exemple, dans l'univers de Star Wars, il est bien évident que vous allez pouvoir utiliser des raccourcis lorsque vous décrivez un vaisseau impérial, et immédiatement tous les joueurs vont avoir en tête cette référence de vaisseau impérial et ce flot d'images et même d'imaginaire, on va dire, qui va leur permettre une immersion beaucoup plus rapide et qui coûte moins en termes de ressources et d'énergie aux maîtres de jeu et aux joueurs pour se mettre dedans, parce que voilà, on a ces références communes qui font qu'on est bien dedans.
Autre avantage également, lorsque vous créez en début de campagne les personnages, si les joueurs et le maître de jeu ont une connaissance de l'univers dans lequel vous allez dérouler votre campagne, eh bien c'est beaucoup plus facile d'arriver à camper des personnages cohérents, avec des motivations et une psychologie certainement un peu plus profonde que dans un univers qui est moins connu de la part des joueurs. Il en va de même en fait pour tout ce qui va concerner les éléments de décor, les éléments stylistiques, éventuellement aussi les réactions. On sait très bien les profils psychologiques de certains PNJ. On sait très bien, si on joue à Star Wars, quelle est grosso modo la psychologie d'un Stormtrooper. Il n'y a pas besoin de s'étendre là-dessus. Le Stormtrooper de base, il est comme ça. Il va fonctionner avec l'Empire, il va être en quête de faire barrage à la rébellion, etc., etc. Donc pour tout un tas de choses, ce sont des éléments facilitateurs. Autre chose également, si le degré de connaissance de l'univers est assez poussé, vous avez aussi les personnages ont des indications topographiques, c'est-à-dire que vous jouez dans l'univers de Tolkien, vous dites que vous êtes dans la Moria. Pour beaucoup de joueurs qui connaissent bien l'univers, vous n'avez pas vraiment besoin de ressortir la grande carte, resituer la Moria, tout le monde comprend où il se trouve dans l'univers. Donc pour des scénarios avec des intrigues à grande échelle, etc., là encore, c'est un facilitateur qui est assez intéressant. Autre chose, encore dans les choses que je mettrais en positif, hein, dans le rapport, est-ce que c'est un facilitateur ou est-ce que c'est une problématique de jouer dans des univers? Autre élément encore qui moi me paraît assez facilitateur, pour les joueurs qui sont pas forcément trop loquaces quand il s'agit de décrire leurs actions. Ils ont plus de références, c'est-à-dire que dans l'univers, si l'univers est très développé, je reprends encore l'exemple de Star Wars, ils doivent décrire l'atterrissage ou le passage en hyperespace de leur vaisseau. Ils ont tout de suite plusieurs scènes de référence sur lesquelles ils vont pouvoir aller emprunter des images, des sons, des atmosphères, etc. Ils sont pas secs comme s'ils jouent quelque chose d'inconnu. Alors ça c'est la partie, j'allais dire, la plus facilitatrice, la plus les gros bénéfices que vous avez à jouer dans un univers. Au-delà du fait que, à mon avis, si vous choisissez de jouer dans un univers à licence, c'est que le gros bénéfice, c'est tout simplement que le fun que vous allez récupérer à jouer dans cet univers. On va pas jouer dans un univers au prétexte que c'est plus facile. On va y jouer parce qu'on aime l'univers. Donc il y a aussi, dans le contrat social, cette espèce de case qui est cochée que tous les joueurs voient un intérêt à s'immerger dans cet univers et en ont envie. Et donc ils sont demandeurs. Donc déjà, vous avez dans la symbiose que doit constituer la table, vous avez déjà pas mal de choses qui vont toutes dans le même sens, qui créent une dynamique. On a des chances, effectivement, on maximise également les chances lorsqu'on joue dans un univers à licence, ce que j'appelle à licence, hein, mais vous l'aurez compris, un univers connu. On a des chances d'avoir des attentes communes. Beaucoup plus facilement que si on joue dans un univers que les personnages vont découvrir au fur et à mesure de la campagne. Parce que bien souvent, telle exploration va changer un peu, transformer, faire évoluer les attentes des personnages. Donc là, pour tous ces éléments, jouer dans un univers, c'est une forme de sécurité. Et puis je vous dis, avant toute chose, c'est aussi un choix que vous avez fait qui fait que c'est ça que vous avez envie de jouer. Parce que dans
dans les jeux de rôle, en fait, il y a le moteur du jeu de rôle, la mécanique de jeu qui, elle, peut être plaisante ou pas pour chacun des joueurs présents autour de la table, maître de jeu y compris. Mais généralement, ce qui vous donne envie de jouer, de jouer à une partie de jeu de rôle, c'est vraiment l'univers. C'est vous voulez jouer à la cour avec D'Artagnan voilà, pour faire du genre caper l'épée et aller récupérer les ferrets de la reine. Vous avez envie de jouer du mousquetaire, donc vous allez jouer à tel jeu. Et c'est pas nécessairement parce que c'est votre système de jeu préféré. Vous voyez, là on commence déjà à devoir dissocier les mécaniques de résolution, le système de jeu, la façon dont ça se joue, est-ce que ça joue avec un maître de jeu, est-ce que ça se joue sans maître de jeu, etc., avec la proposition de jeu. Car en fait, c'est l'univers qui va déterminer la proposition de jeu. Si vous faites une partie qui se passe dans la Rome antique, eh bien vous savez qu'on va pas vous demander de faire des atterrissages de vaisseaux spatiaux, hein. Même s'il y a eu des fois des crossovers, je pense notamment à des scénarios de Donjons et Dragons qui ont un petit peu essayé d'amener de la science-fiction dans certains scénarios. Voilà, pour justement, pour essayer de surprendre les joueurs, pour essayer qu'il se passe des rebondissements. Alors ça nous amène directement à la deuxième partie, le double effet qui se coule, si j'ose dire, la contrepartie même, devrait-on dire, de maintenant quels sont les points noirs, entre guillemets, les désavantages, les choses qui vont plutôt être bloquantes lorsqu'on joue dans un univers. Premièrement, ce qui peut être un petit peu paralysant, c'est que vous risquez de vous voiler un peu la face, dans la mesure où le maître de jeu et les joueurs peuvent penser que du fait qu'ils jouent dans un univers voilà, qui est posé, eh bien la connaissance du degré de cet univers est la même pour tous. Auquel cas, si c'était à chaque fois le cas, encore une fois, ce serait très bien. Mais c'est pas comme ça. C'est-à-dire que moi je l'ai vécu cette année par exemple ça dans la campagne que je fais jouer en ce moment dans l'univers des Terres de Conan. On joue avec 3 joueurs recrutés qui connaissent l'univers de Conan, mais ils n'ont pas tous déjà les mêmes ils sont pas arrivés à la connaissance de cet univers de la même façon. Certains connaissent l'univers par les écrits d'Howard, ils ont lu plusieurs nouvelles, etc. D'autres connaissent l'univers parce qu'ils ont déjà joué au jeu de rôle, à d'autres itérations du jeu de rôle Conan. Et d'autres enfin connaissent l'univers, mais ça je crois que c'est tout le monde, et ils ont vu au moins le premier Conan avec Schwarzy, qui est un film qui date maintenant, qui fait un peu référence, et je pense que c'est très certainement dans les 5 films que tous les rôlistes qui font du Medfan ont vu au moins une fois dans leur vie. Le problème, c'est que si on regarde déjà le degré de connaissance entre les films, celui qui va connaître l'univers de Conan uniquement par les films, et celui qui va avoir lu les nouvelles de Conan, c'est que le film c'est court, c'est axé sur une certaine proposition. Effectivement, je crois qu'il y a 1 ou 2 passages dans des villes, mais c'est des villes bien particulières. Si vous lisez les nouvelles de Conan, quand il est dans les terres sauvages du sud, c'est pas du tout le même type de ville que lorsqu'il est en Cimmérie, dans un village cimérien, ou au centre de l'Aquilonie, avec là une société beaucoup plus proche de ce qu'on peut connaître. Voilà, si vous le prenez en Argos, ça va faire penser peut-être à la Grèce antique. Voilà, donc ça va amener des références plus à des choses comme les péplums, machin, tout ça. Et là, vous voyez que du coup, il peut y avoir, ça peut donner naissance à des quiproquos. C'est-à-dire que le maître de jeu, lorsqu'il déroule sa campagne et entremêle ses intrigues, etc., et dispose ses indices, il peut penser à tort que les joueurs ont la même connaissance que lui de l'univers, et que donc ça suffit pas la peine de tendre une perche plus grosse, parce qu'avec leurs références, etc., les joueurs vont pouvoir arriver à faire tout un tas de déductions
qui, bien évidemment, si les joueurs n'ont pas ces connaissances, tombent à plat. Donc moi je me suis rendu compte que je suis obligé un petit peu tout le temps, mais ça fait aussi partie du rôle du maître de jeu, hein, de mettre un petit peu d'huile dans les engrenages, de manière à ce que, bah oui, voilà, on est sur une connaissance qui va pas avoir le même niveau de connaissance. Alors ça, c'est le premier, cette naissance de quiproquo qui peut être un premier écueil, en tout cas quelque chose auquel il faut être attentif. Un deuxième écueil que je vois, c'est le côté un peu trop enfermant. C'est-à-dire que à un moment, on a fait un petit débrief justement sur la campagne et certains joueurs m'ont dit oui, mais alors on retrouve pas tout à fait dans la campagne qu'on fait. Moi, je pensais qu'on serait plus sur voilà. C'est-à-dire qu'encore une fois, à partir de ces connaissances hybrides de l'univers, le joueur, il va s'être construit des attentes. Et à l'inverse d'un jeu où on jouerait dans un univers à découvrir, bah les attentes du joueur là vont vraiment reposer sur les piliers de l'univers. Alors les piliers, vous les aurez, car évidemment, si vous proposez de faire jouer dans l'univers de Star Wars, c'est que vous connaissez un minimum l'univers, sinon c'est même pas la peine. Hein. Si le maître de jeu n'a pas une connaissance minimale, faut oublier le fait de jouer dans un univers. Voilà, le truc, c'est que ça cristallise les attentes des joueurs. Et du coup, bah, cette chose qui était un point facilitateur au départ, il peut être un frein. C'est-à-dire, il peut faire en sorte que les joueurs, finalement, non, c'est pas tout à fait comme ça qu'ils voyaient l'univers. Donc du coup, ils vont commencer à, même inconsciemment, hein, à se mettre dans le truc de ouais, mais bon, la proposition qu'on m'a faite, en fait, moi j'aurais pensé que dans cet univers-là, et voilà. Et ça, ça se passe, c'est des phénomènes psychologiques inconscients qui font que le joueur et chacun des joueurs à la table, il est avec ça dans sa tête quand il joue, quand il interprète son personnage, quand il reçoit les scènes ou quand il participe lui aussi à la création de scènes pour animer la table. Donc là, voilà. Autre chose qui moi je mettrais dans les points négatifs également, c'est que en réalité, comme les jeux à univers, vous voyez, j'ai pris l'exemple du Seigneur des Anneaux, de Star Wars, de Conan, bah en fait, c'est des univers qui se sont créés autour des propos d'un roman ou d'un film ou bah là il y a pas de gameplay, c'est un jeu, il y a une histoire, on va vous la raconter, mais l'auteur il sait comment ça va se passer, entre guillemets, même s'il y a des histoires à Star Wars qui ont été développées après, etc. En tout cas, l'univers de base, le fait qu'il y ait des Jedi, le fait qu'il y ait une république, le fait qu'il y ait... tout ça s'était posé pour faire vivre les éléments de la première trilogie de films Star Wars, à savoir l'épisode 4, 5 et 6. Donc, en réalité, l'univers, il a lui-même été conçu de façon factice. Et même si vous prenez l'exemple avec Tolkien, qui pourtant lui expliquait que presque le personnage principal de son œuvre, c'était l'univers. Bon, déjà, c'est vrai que ça fonctionne mieux qu'avec Star Wars, parce que l'univers est un peu plus consistant. C'est pas juste un décor avec des éléments de décor et du background qui vont sous-tendre, permettre à l'histoire de se dérouler. C'est un peu plus fouillé, c'est un peu plus riche. Mais on a quand même cette limite, c'est que l'univers, c'est pas un univers qui a été créé et du coup des histoires qui sont arrivées dans cet univers, comme ça risque de se passer dans une partie de jeu de rôle. C'est une histoire pour laquelle on a eu besoin d'émuler, de créer un univers afin que celle-ci puisse se dérouler avec des éléments qui apparaissent pour surprendre l'auditeur, le spectateur, voilà. Donc c'est une espèce de démarche inversée. Et pour le coup, voilà, on est un petit peu dans l'espèce de contre-courant. Et ça vient un peu, vous voyez, ça vient un peu faire contrepoids avec tous les aspects facilitateurs qu'on a vu tout à l'heure. On a peur aussi des fois de retomber dans des canons qui sont les canons des histoires racontées. Or, dans le jeu de rôle, l'histoire que vous allez raconter, par définition, si la campagne est bien faite,
elle n'est pas posée. Vous avez une direction, mais vous n'avez pas la résolution finale, vous n'avez pas le... Et même le développement, il va être complètement différent selon les décisions que vont prendre les joueurs à la table. Ce qui est complètement contradictoire avec les histoires qu'on a tous en tête quand on joue dans un... Voilà, impossible de jouer à Star Wars sans penser à la princesse Leia, à la rébellion, à la... Vous voyez. Et donc, là encore, du coup, où est le bienfait? Finalement, si c'est juste pour prendre des éléments, quel est l'intérêt de jouer dans ces... Parce que c'est un petit peu enfermant. Vous allez avoir beaucoup de mal, par exemple, à émuler par exemple, de faire jouer les joueurs dans la rébellion, du côté de la rébellion de Star Wars, et faire qu'à un moment, ils arrivent à s'allier avec un général de l'Empire. Vous voyez, comment vous allez gérer ça? Parce que là, dans les histoires de Star Wars, c'est pas du tout prévu, ce cas de figure. Vous voyez, il y a des ambivalences entre, par exemple, certains peuples dans certains univers qui sont connus de tous, où ben en fait cette base elle est posée, et votre campagne, puisque vous jouez dans cet univers-là, ne permettra pas aux joueurs de passer par-dessus cela. Donc en fait, c'est un petit peu une couche de... Alors pas de railroad, mais des espèces de couloirs invisibles qui de fait sont posés et qui limitent encore une fois ce qui peut arriver dans la campagne. Et enfin, encore un dernier élément que je vois que je mettrais du côté des choses défavorables au fait de jouer dans un univers, c'est qu'en termes de créativité, aussi bien pour le maître de jeu que pour les joueurs, ben, encore une fois, c'est un peu, il y a une mainmise par tous ceux qui ont œuvré à la référence de cet univers, qui fait que bah, c'est posé. Les Stygiens, il y a beaucoup de méchants sorciers, si vous prenez l'univers de Conan. Alors vous pouvez jouer, essayer de renverser des clichés, etc. Mais quelque part, si c'est systématiquement renversé, que vous allez faire le PNJ Stygien, mais qui finalement peut être un allié, ben bon, vous le faites une fois, puis après vos joueurs ils comprennent. Et du coup, voilà, ça vous amène pas très loin. Et puis, c'est difficile d'aller amener de la nouveauté dans cet univers, parce que quand on parle de Star Wars, tout le monde parle de la même chose, des livres qu'il a lus. On revient, vous voyez, sur ses références de base au départ, et pas sur ce que le MJ va avoir construit. Donc dès que vous allez construire quelque chose, en réalité, la connaissance de l'univers, elle devient purement de la couleur, du cosmétique. Et donc vous ne pouvez pas trop élaborer de choses uniquement sur le cosmétique. Donc vous voyez, là encore, on est bloqué. On est bloqué tout simplement parce que bah, les références sont pas les mêmes. Il aurait fallu, par exemple, qu'il y ait non pas un film de Conan, mais 20 films de Conan, qui aient des histoires développées ailleurs que celles qui est racontées dans les il y en a 2 ou 3, hein, je crois, trois de mémoire de films de Conan. Le troisième, je crois que c'est pour bientôt d'ailleurs, il me semble qu'il y en a 2, bon, bref. Donc il aurait fallu, si on avait eu 10, avec plein d'histoires un peu comme les vraies nouvelles, à plein d'endroits, ben là, l'univers aurait été certes beaucoup plus vaste, mais là on aurait pu, voilà, si ça, il y avait eu d'autres héros, qu'on soit pas centralisé sur Conan, qui est quand même le héros typiquement barbare, héroïque, aller faire jouer autre chose. Quand vous jouez dans l'univers de Conan, quel que soit les systèmes de règles que vous prenez pour émuler la partie, vous avez forcément minimum un barbare autour de la table qui lui est dans sa tête, je joue Conan, enfin je ne suis pas Conan, mais voilà, je sais comment réagir un barbare, je vais me positionner comme ça, c'est très compliqué pour le joueur même de sortir de ses propres références et clichés. Et du coup, ces béquilles qui pouvaient être super pratiques au début, ben en fait, elles deviennent un peu limitantes. Donc voilà. Donc c'était une petite réflexion que je voulais partager avec vous du fait d'avoir joué cette campagne là dans les univers cette année, dans l'univers de Conan, et puis ça m'est arrivé de jouer aussi dans l'univers de Star Wars. Enfin, bref, on l'a tous fait, de jouer dans des univers connus.
N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, ce que vous aimez dans le jeu, le fait de se mettre autour d'une table, bim boum, peut-être vous trouvez que c'est plus direct. Je suis d'accord avec vous, hein. Il y a des éléments positifs, c'est direct, on se pose dans l'univers, tout le monde comprend qu'est-ce que c'est un pistolet blaster. Si vous jouez à Star Wars, tout le monde sait ce que c'est. Une vibrolame, tout le monde sait ce que c'est. Un bouclier de défense, si vous jouez à Dune, tout le monde sait ce que c'est. Et c'est qu'il faut le traverser en douceur pour passer au travers, et que ça sert à rien d'essayer de taper vite pour le pénétrer, parce que le champ d'énergie, dans ces cas-là, va s'opposer à votre coup. Vous voyez, vous avez des choses qui vont vous aider. Mais vous avez aussi beaucoup de choses en termes d'intrigue, en termes de créativité, en termes de choses que vous allez... Alors, la solution hybride serait peut-être de s'autoriser à prendre l'univers, mais à le changer complètement. Et à n'utiliser finalement que, par exemple, que du décor, et changer complètement les intrigues. C'est souvent ce que je fais. Hein, moi, j'ai prévenu mes joueurs quand même que déjà, on va pas jouer nécessairement ce que Conan a joué. Hein, d'ailleurs, la campagne, elle se situe avant l'arrivée de Conan. C'était un petit peu ce que j'avais essayé de mettre en place pour éviter le trop plein de références et le joueur qui vous dit non mais attends, ça se passe pas comme ça, etc. Où j'avais toujours quand même une porte entre guillemets, une porte de sortie de dire non mais attends, là on est 80 années avant Conan, donc ce que tu me dis, oui mais ça s'est passé plus tard, ça a eu des incidences plus tard, donc nous on n'est pas là-dessus. Donc vous voyez, voilà. Et à ce qui vous l'aurait mieux pas valu, finalement, que ma campagne, je la construise dans un univers peut-être plus restreint que les joueurs auraient aussi eu le plaisir de découvrir à mesure que la campagne se déroule, en prenant un peu ce qu'ont fait les jeux de rôle sans univers, c'est-à-dire juste en prenant la couleur, les canons, dire c'est de la sword and sorcery, comme c'est le même genre donc que Conan, mais il n'y a pas l'Aquilonie, il n'y a pas les Argos, le Zingara, voyez. Mais bon, alors là, évidemment, il faut créer un petit peu son univers pour le MJ. Donc là, on retombe dans entre guillemets, le boulot, le travail à faire de création pour le MJ. Après, bon, moi, c'est plutôt ce qui me plaît dans le jeu de rôle de faire tout ce travail de création. Donc là, c'est selon aussi, essentiellement selon le maître de jeu. Quoi qu'il en soit, je voulais aborder ça avec vous dans une petite vidéo. Dites-moi en commentaire, parce que je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de jouer dans des univers connus, ce que ça vous a permis de mieux émuler, de ce que ça vous a amené comme fun, et les difficultés que vous y avez rencontrées, comme ça nous permet d'échanger là-dessus. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.